Bon matin tout le monde et bienvenue à notre webinaire aujourd'hui, le vendredi le 13. Alors, journée spéciale pour ceux qui aiment faire peur à d'autres. Quoi qu'on vient d'avoir Halloween, alors là, on va faire autre chose. Le sujet aujourd'hui, c'est comment laisser SolidWorks Simulation trouver le meilleur design pour vous. Je me présente, je suis Joëlle Guénette. Je suis responsable du territoire de l'Est du Canada, donc l'Ontario, le Québec et les Maritimes. Pour tout ce qui est SolidWorks et 3D Experience Works chez Dassault Systèmes. Et j'ai avec moi Michel Cloutier que je vais vous présenter un peu plus tout à l'heure. Alors, l'an dernier, Michel et moi, on était à voyager beaucoup. Alors, moi, 3 semaines par mois, j'étais en déplacement pour aller visiter des compagnies. Comme vous, j'espère. J'espère qu'on a eu la chance de se rencontrer à travers mes années chez SolidWorks. Puis, à part les appels et les courriels, l'application dont je me servais le plus sur mon téléphone, c'était le navigateur. Alors, comment me déplacer de point A à point B? Et évidemment, cet outil-là fait une simulation des chemins possibles et me donne différentes façons de me rendre de point A à point B. Évidemment, à travers ça, il y a façon de faire des optimisations, par contre. Alors, peut-être que mon objectif à moi, c'est d'avoir le chemin le plus court. Peut-être que c'est le temps le plus court. Peut-être que je veux éviter les routes qui vont avoir des payants de quelque sorte. Alors, il y a toutes sortes de façons d'optimiser ces choses-là. Quand on utilise un navigateur, bon, c'est pas très à la pointe. Puis des fois, on espérait on aimerait bien qu'il essaye plus de chemins parce que des fois, nous, on en connaît qu'on pense qu'ils sont meilleurs. Mais bon, c'est la fonction en général. Simulation, c'est la même chose. Alors, il y a façon de faire une simulation, puis il y a la façon de faire des optimisations ou de laisser les outils trouver le meilleur design pour vous. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Avant de commencer tout ça, rapidement, juste pour ceux qui sont nouveaux à GoToWebinar, juste vous donner une idée de comment vous servir de l'interface. Il y a une petite flèche orange dans le panneau en haut à droite. Vous pouvez fermer votre panneau à tout temps. Vous pouvez faire l'audio par ordinateur et habituellement, c'est ce qui est là par défaut. Si par hasard, ça ne fonctionne pas, vous pouvez changer par téléphone. Quand vous choisissez cette option-là, il va vous donner le numéro de téléphone et tout ce qui vient avec. Mais faites attention, c'est peut-être un intérêt urbain pour vous, alors on ne voudrait pas que vous ayez des frais supplémentaires surprises. Évidemment, il y a des documents aussi qu'on peut télécharger. Alors, il y a une section Handouts ou téléchargement, dépendant si vous avez l'outil en français ou en anglais. Vous pouvez les prendre à n'importe quel moment pendant l'appel. Mais la section qui est la plus importante pour nous, c'est la section des questions. Alors, si à n'importe quel moment pendant la session, vous avez une question qui vous vient en tête, n'hésitez pas à l'écrire. Si vous voyez qu'on n'y en a pas parlé du tout, ben là, envoyez-nous-la. Puis, s'il reste du temps à la fin de la session, Michel se donnera 2 secondes là, pour passer à travers les questions et les répondre pour vous. Et sinon, on pourra vous contacter individuellement et vous envoyer ça soit par courriel ou faire un appel avec vous. Ça va nous faire plaisir. Alors, avec ça, je vais passer la parole à Michel. Michel est chez SolidWorks, lui, depuis 15 ans. Alors, il en a vu des solutions, il en a vu des façons de faire. Michel est un consultant senior de solutions pour nous. Alors, son objectif, c'est regarder ce que nos compagnies font, nos clients ou ceux qui ne sont pas clients font, comment ils font et suggérer des solutions pour eux qui font partie évidemment de notre portfolio. Alors, aujourd'hui, on se concentre sur comment faire les choses de façon plus optimale et comment avoir des résultats très intéressants de façon plus rapide. Alors, Michel, je te passe la parole et je reviens à la fin. Parfait, ben merci. Puis encore une fois, bon matin à tous et toutes. Le sujet de notre sujet de discussion aujourd'hui, c'est vraiment l'optimisation. Puis juste pour montrer un petit peu, on va parler en fait d'optimisation, mais dans le sens plutôt large. Puis on va regarder différents outils parce que l'optimisation, on pense peut-être tout de suite que c'est sur des modèles, des pièces, des composants, mais ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Puis on va en fait regarder les différents produits qu'on peut se servir pour faire de l'optimisation ou pour nous aider dans notre processus d'optimisation. Donc, on va commencer par parler par les études de conception qui, en passant, les études de conception ne sont pas techniquement un outil de simulation,
Ici, je vais m'en servir dans le contexte de la simulation, mais les études de conception font partie de SolidWorks standard, en fait. Donc, on peut utiliser ça pour faire d'autres choses que de la simulation. Ici, je l'utilise dans le contexte de la simulation. On va parler d'optimisation de conception. On va aussi parler d'optimisation topologique, qui est un concept assez récent là, dans les 3 dernières versions qu'on a introduit, l'optimisation topologique. Donc, c'est assez récent. On va en parler. Puis ensuite de ça, d'autres petites options. Quand je disais tantôt que c'est pas juste pour des pièces, des assemblages, ça peut être pour des déplacements, ça peut être pour du liquide, du fluide. On va parler de ça un petit peu après. Donc, la première chose, comme je disais tantôt, on va parler d'études de conception. Comme je disais, comme je me répète un peu, là, mais les études de conception, techniquement, ça fait partie de SolidWorks de base. Ici, je m'en sers en combinaison avec les outils de simulation. Qu'est-ce que je veux faire, en fait, puis pourquoi je vais me servir des études de conception dans mon cas ici? Je vais m'en servir pour 2 choses. Premièrement, dans le cas où est-ce que j'ai un assemblage, je veux trouver la pire combinaison de charges parce qu'on sait souvent que une pièce d'un assemblage, ben, tant mieux si elle est tout le temps chargée dans la même direction avec la même force. C'est assez facile, mais qu'est-ce qui arrive quand on a des combinaisons de charges, des charges verticales, latérales, à différentes valeurs? Bon, on va voir les études de conception, comment ça peut nous aider pour faire ça. Puis une fois qu'on a fait ça, on va encore une fois utiliser les études de conception, mais pour trouver une géométrie acceptable. Puis là, je vais mettre un emphase sur le mot acceptable et non pas optimisé. OK? Acceptable. On va commencer. La première chose, comme je disais tantôt, je veux trouver une combinaison de charges qui est trouver la pire combinaison de charges. Puis je vais vous montrer l'exemple que je vais utiliser. En fait, c'est un exemple de suspension, comme vous le voyez à l'écran. La première chose qu'on va regarder, c'est comment j'ai fait la simulation juste avec une charge connue. OK? Donc, je vais juste fermer ma webcam rapidement. Et puis, je lance ça. Donc, dans SolidWorks, ce que j'ai fait, vous voyez la pièce de suspension. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer les matériaux. Comme on voit ici, j'ai appliqué un matériel acier, un alliage d'acier avec un yield de 620 mégapascales. J'ai utilisé le même alliage pour toutes les pièces là, pour y aller dans le plus simple. Maintenant, il y a des outils dans la simulation qui nous permettent de simplifier notre contexte de simulation. Comme par exemple, je n'ai pas besoin de modéliser un ressort, je le simule avec ce qu'on appelle des connecteurs. Donc, j'ai utilisé un ressort avec la bonne valeur de mon, de mon ressort. Ensuite de ça, vous allez remarquer, je n'ai pas de pin, je n'ai pas de connexion. J'ai utilisé encore une fois des connecteurs pour simplifier ma simulation. Et puis la dernière chose, dans le bas ici, j'ai défini une fixture qui se trouve à être un peu comme une penture, si on veut. La dernière chose qui va me rester à faire, c'est d'appliquer la force. OK? Donc, si je viens sur mon assemblage, je vais définir le hub, l'endroit où est-ce que j'applique la force. Maintenant, la force, il faut que je l'applique dans une direction donnée. Donc, je me sers d'un plan de conception pour définir la direction. Puis ici, au lieu de rentrer une valeur, je vais commencer à me créer des paramètres. On va revenir un petit peu pourquoi je fais ça tantôt. Donc, mon premier paramètre, ça va être une charge verticale. Donc, je dis que c'est des données de simulation. Puis ma charge, ça va être 225 newtons. Puis je dis que ça, c'est ma charge verticale. Je me fais un deuxième paramètre. Cette fois-ci, ça va être ma charge latérale. Encore une fois, une donnée de simulation. Pour le moment, ça va être 0. Donc, il n'y a pas de charge. Je crée quand même le paramètre, mais il n'y aura pas de charge latérale d'appliquer dans cette première simulation. Donc, on voit que présentement, j'ai une charge verticale de 225 newtons. Je vais changer la direction pour l'appliquer dans la bonne valeur. Puis dans l'autre direction, sur le côté, j'applique la charge latérale qui présentement est à 0, mais vous allez voir pourquoi je le fais un peu plus tard. Donc, j'ai défini mes charges.
je roule la simulation. Puis ça, je fais ça en premier juste pour avoir un résultat, pour être sûr que mon, excusez l'anglicisme, mais le setup de ma simulation est correct, que j'ai appliqué les charges aux bons endroits, j'ai utilisé les bons connecteurs. Ici, le message me dit que je devrais utiliser des déplacements larges. Je vais rouler de façon normale quand même, juste une question de rapidité pour avoir un résultat rapide. Et puis rapidement, je suis capable d'aller regarder mes résultats, de faire l'animation, de trouver les points critiques. On voit que le bras de suspension inférieur, c'est là que la charge maximale elle est appliquée présentement. C'est là que j'ai le stress maximal. Puis ici, on voit le déplacement. Donc, on voit que j'ai un déplacement total d'environ 6,5 mm dans tout le bras là, présentement. Donc, ça, c'est juste pour créer la simulation. OK? Fait que j'ai tout simplement créé cette simulation-là. Puis ensuite de ça, qu'est-ce que ça va nous donner comme résultat? Bon, j'ai créé la simulation. Maintenant, ce qui m'intéresse, comme je disais tantôt, c'est de le tester dans différentes conditions. C'est là que je vais commencer à avoir des combinaisons de charges. Là, pour l'instant, j'ai fait ma première simulation. C'est comme si le véhicule était à l'arrêt. Okay? J'avais une charge verticale de 225 newtons, je pense que vous vous rappelez. Puis ma charge latérale était de 0 parce que le véhicule est à l'arrêt. Il n'y a pas de charge latérale sur mes suspensions, juste une charge verticale due au poids du véhicule, nécessairement. Maintenant, quand le véhicule est en mouvement, ben ça, ces charges-là vont changer. Si je suis sur une route, une belle route, qu'on n'a pas souvent au Québec, mais si je suis sur une belle route, ben les charges verticales et latérales vont changer. Si la route est chaoteuse, ça va changer aussi. Puis si je suis sur une route dans un virage, ça va aussi avoir des charges différentes. Puis ce que j'ai fait, c'est j'ai un petit document ici, là, un petit fichier que je me suis fait. Où est-ce qu'on regarde là un petit peu là, justement mes charges? Là, on va se rapprocher. Vous voyez, j'ai mes charges latérales et verticales. Puis vous voyez la combinaison. Là, comme dans le premier cas, celui qu'on vient de faire, qui est le véhicule à l'arrêt, j'ai une charge latérale de 0, vous l'avez vu, avec 225 newtons verticales. Puis ensuite de ça, selon les différents cas, si le véhicule est en mouvement sur une belle route, sur une route qui est rugueuse, en virage, ben là, les combinaisons vont changer. Fait que dans le deuxième cas, la combinaison, ça va être 60 latérales, 185. Dans le troisième, 72, 385. Dans le quatrième, 115, 900, etc. Puis l'idée en arrière de tout ça, c'est de trouver lequel de ces cas-là est le pire cas, parce que je veux simuler le pire cas. Ça va définir un peu la sécurité de tout mon assemblage. Donc, une fois que c'est fait, qu'est-ce que je vais venir faire? Ben, c'est que je vais utiliser l'étude de conception pour faire la simulation dans chacun de mes cas. Alors, on va aller voir comment on fait ça dans SolidWorks Simulation. Je reviens dans le même assemblage où est-ce que j'étais tantôt. Puis, je vais me créer une nouvelle étude de conception. Et puis, je vais dire, c'est quoi mes variables? Ben, les variables, on l'a vu tantôt, c'est les charges. Hein? C'est les charges qui changent selon les cas que je veux évaluer. Donc, on voit mes cas ici, là, j'ai 225, 185, 385, 900. Donc, ce que je fais, c'est que je peux tout simplement faire un copy-paste et dire, ben, je veux évaluer ces trois cas-là. Ça, c'est pour la charge verticale. Maintenant, je vais aller dans l'onglet de la vue de table, pour pouvoir voir les charges combinées avec le latéral. Comme on disait tantôt, dans mon premier scénario, la charge latérale, c'est 0. Mais là, je viens ajouter les différentes valeurs pour chacun de mes 4 scénarios. Une fois que c'est fait, je veux aussi, pendant que je vais rouler la simulation, je veux aussi aller capturer c'est quoi les contraintes maximales puis les déplacements maximaux dans chacun de ces simulations. Donc, je fais tout simplement dire, je veux, entre guillemets, monitorer. Donc, je veux juste regarder le stress et regarder le déplacement. Et ensuite de ça, je lance la simulation. Maintenant, si je n'aurais pas utilisé les études de conception, l'autre technique, c'est que j'aurais copié 3 fois ma première étude en allant changer les valeurs manuelles. Vous pouvez imaginer qu'on sauve du temps ici là, parce qu'on le fait d'une façon comme dans une table. C'est beaucoup plus automatisé, ça va beaucoup plus rapide que de copier mes simulations juste pour pouvoir étudier les différents cas.
L'avantage aussi, c'est que ici, je suis capable de voir les résultats tous un à côté de l'autre et de facilement comparer les résultats. Donc, j'ai lancé la simulation. On voit qu'il est en train de faire les différents scénarios. Ça, c'est fait en temps réel. Là. Ça fait que ça donne une petite idée aussi là, du temps là, que ça prend peut-être pour rouler chacune des simulations. Bon, c'est pas un exemple très, très complexe, mais ça donne une idée. Puis qu'est-ce qu'on est capable de faire? Comme je disais tantôt, mais on est capable d'aller voir dans chacun des scénarios, c'est quoi les contraintes, c'est quoi le stress. Donc, quand je change de scénario, vous allez voir les valeurs de stress changent aussi. Là. Plus que je vais vers la gauche, en fait, plus que le stress augmente. Puis, ça me permet de déterminer facilement que de mes 4 combinaisons de charges, ben, c'est la quatrième qui est la pire. C'est là que j'ai le plus gros stress, le stress le plus élevé. Puis c'est aussi là que j'ai le déplacement aussi le plus élevé, un déplacement de à peu près 26 mm dans le cas du quatrième scénario. Donc rapidement, qu'est-ce que j'ai été capable de faire avec l'outil d'étude de conception, c'est que je suis capable de venir regarder, puis si je prends les résultats, puis je les mets un peu sur un graphique là, pour que ça se lise quand même mieux, on voit que selon la combinaison de charges et des stress et des déplacements différents, puis on se rend compte que ben, c'est assez évident que dans les 4 scénarios que j'ai utilisés, c'est le quatrième scénario qui est le pire cas de figure dans le contexte de cet assemblage-là. Donc, si je veux optimiser quelque chose, je vais me servir du pire cas nécessairement pour être sûr que je n'ai pas de bris dans mon système, dans mon assemblage. Alors, la prochaine étape, ça va être justement de faire ça. Comment je fais pour optimiser? Parce qu'une des choses qu'on vient de se rendre compte, c'est que ben, il faut que je trouve la géométrie acceptable. Puis on l'a pas vu, on l'a vu rapidement, je vais y revenir, mais pour l'instant, quand je regarde mes cas, donc, je me rends compte que avec le pire cas de figure, le facteur de sécurité actuel est en bas de 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends l'assemblage tel qu'il est, puis je le mettrais sur une voiture, dès que la voiture va arriver, puis le quatrième cas, le quatrième scénario, c'était dans un virage. Quand la voiture va arriver dans un virage, il va avoir un bris mécanique. Là. Donc, c'est clair que c'est pas sécuritaire. C'est pour ça que le facteur de sécurité actuel est de 0,98. Ben, faudrait que j'aille au moins un facteur de sécurité de 2 dans ce cas-là. Maintenant, comment je fais pour trouver le facteur de sécurité pour arriver à 2? Bon, peut-être que quelqu'un, on pourrait tout simplement dire, bon, on regarde c'est l'endroit, puis on fait juste doubler l'épaisseur. Ça va bien pour des géométries simples. Quand c'est des géométries plus complexes, ça peut devenir plus compliqué à faire. Alors, on va regarder encore une fois comment on peut utiliser l'étude de conception pour justement analyser plusieurs scénarios pour trouver justement une épaisseur qui est acceptable, qui tomberait dans mes valeurs. Puis, il ne faut pas aussi que je dépasse le déplacement maximum qui est de 26 mm. Donc, ça va être aussi une contrainte maximale que je ne veux pas dépasser. Donc, on a deux choses à vérifier. Facteur de sécurité, il faut que ça soit au moins à 2. Puis, un déplacement qui est maximum 26 mm dans la pièce qui est connectée sur la roue, là, le hub. Bon, comment je fais ça? On va retourner dans SolidWorks justement pour aller faire ça. Et puis, je vais me créer en fait une deuxième étude de conception. Donc, je repars à partir de mon étude initiale. Avant de faire ça, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le lien avec les différentes valeurs. Donc, je sais que mon cas le pire, c'est avec la combinaison 115 et 900 newtons. Donc, je vais tout simplement le fixer pour se concentrer sur cette valeur-là. Je n'ai pas besoin d'analyser tous les autres cas parce que ça, c'est mon pire cas, je le sais maintenant. À partir de ce moment-là, je me fais une nouvelle étude de conception. Et puis mes paramètres, cette fois-ci, au lieu que ce soit les charges, ça va être plutôt des dimensions de mon modèle. Je double-clique sur n'importe quelle pièce. On va prendre l'épaisseur, par exemple, qui est présentement de 3 mm. Puis je dis ça, c'est l'épaisseur de mon bras inférieur. Et puis, je vais essayer de trouver la bonne épaisseur pour arriver au bon résultat. Donc ici, présentement, l'épaisseur est de 3 mm. Puis moi, je veux essayer plusieurs scénarios de 1,5 jusqu'à 8 avec des incréments de 1,5 mm entre chaque. Donc ça va être mes variables. Et puis mes contraintes vont être quoi? Ben, premièrement,
le stress dans l'assemblage et le déplacement dans l'assemblage général, je veux juste les vérifier, donc les suivre. Mais je vais ajouter aussi d'autres contraintes parce qu'on a dit que dans mon bras inférieur, pas dans tout l'assemblage, mais dans mon bras inférieur, il ne faut pas que je dépasse une certaine valeur. Donc, je vais dire que je veux regarder le stress. Je vais me mettre en mégapascal parce que j'avais commencé comme ça, mais dans une entité sélectionnée. Puis mon entité, ben, ça va être le bras inférieur, pas tout l'assemblage, juste le bras inférieur. Et puis ça, quand je vais créer mon sensor, je vais dire que faut que ça soit moins que 310 mégapascales. Pourquoi 310? Parce que le yield était de 220. Si je veux avoir un facteur de sécurité de 2, c'est la moitié, donc 310. Deuxième chose que je veux faire aussi, c'est que je ne veux pas avoir un déplacement supérieur à 26 mm, mais encore une fois, ce n'est pas pour tout mon assemblage, c'est juste pour le hub où est-ce que les pièces de la roue seraient installées. Là, en fait, tout le système de disques puis de roues serait installé. Donc, je vais dire, bon, ben, le hub, lui, je veux pas qu'il se déplace par plus de, donc il faut que la valeur soit moins que 26 mm, 26 étant mon maximum qui est voulu. Maintenant, avant de lancer, vous voyez en haut, là, on dit que ça va me donner 14 scénarios parce que j'essaie plusieurs épaisseurs. Maintenant, pour un souci de temps, on peut rouler les simulations de deux façons. On peut les rouler en qualité élevée, donc il va tout faire les résultats. Si on veut avoir un résultat plus rapide, on peut le faire de manière rapide. Ce que ça va faire de manière rapide, c'est que au lieu de rouler toutes les 14 différents scénarios, il va rouler un échantillonnage de ces scénarios-là, peut-être 3, peut-être 4, et puis il va extrapoler les valeurs des scénarios qui n'ont pas été simulés complètement. Donc, si on va faire peut-être, si je me rappelle, là, je pense que c'est à peu près 3 ou 4. Et puis, vous allez voir, là, à mesure qu'on va, là, qu'on avance, vous allez remarquer le bras inférieur de ma suspension change d'épaisseur. Vous l'avez peut-être déjà remarqué, là, si vous avez un bonnet, vous voyez déjà qu'il est plus épais. Mais on va rouler quelques scénarios avec quelques épaisseurs différentes. Vous voyez, le bras vient de changer d'épaisseur. Donc, le système va par lui-même venir rouler ces simulations-là. Et puis, au fur et à mesure qu'on avance, ben là, on roule les scénarios et puis après quelques secondes, on va avoir un résultat qui va apparaître dans la table du bas. Encore une fois, je laisse rouler ça, c'est en temps réel. Je l'ai pas, c'est pas quelque chose que j'ai accéléré. Parce que ça se fait quand même rapidement là, sur un petit assemblage comme celui-là. C'est clair que si vous avez un gros assemblage avec des pièces très complexes, ça va prendre plus de temps, mais dans ce cas-là, ça va quand même assez bien et c'est assez rapide. Donc, pendant que ça roule, on voit les dimensions du bras inférieur qui sont en train de changer. Les simulations se roulent en arrière-plan. Et puis, dans quelques secondes, on devrait avoir les paramètres, là, les résultats qui viennent d'apparaître. On les voit maintenant en bas. Maintenant, vous voyez, il y a des colonnes qui sont rouges, il y a des colonnes qui sont grisées aussi. Les colonnes rouges, ben, c'est assez évident. Là. Ils sont rouges parce que j'ai dépassé les valeurs de mes contraintes, soit en stress ou soit en déplacement maximal. Mais les valeurs qui sont dans les colonnes grises, quand je clique dessus, on me dit un message. Pour l'instant, les colonnes grises, c'est juste des colonnes avec des valeurs évaluées. Ça n'a pas été roulé vraiment avec l'outil de simulation. C'est juste, en guillemets, extrapolé selon les différents scénarios qu'on a roulés. Maintenant, on pense que peut-être le scénario 8 semble être le premier des 14 scénarios qui tomberait là, en dedans de mes limites qui seraient acceptables pour avoir un résultat fiable. Sans avoir à rouler tous les autres scénarios, je peux aller juste sur le scénario 8 parce qu'on se rappelle, ça, c'est un résultat estimé. Je fais bouton de droite, je le résous et puis ça me permet de confirmer les valeurs. Bon, j'ai les valeurs de contrainte, de stress, de déplacement. Puis si vous remarquez là, rapidement, on voit que le stress est en bas de 310 mégapascales, puis le déplacement est aussi en bas de 26 mm. Et puis de mémoire, je pense que ça donne une épaisseur de 5 mm pour le bras inférieur.
Donc, le scénario 8, dans mon cas, ça serait le scénario, entre guillemets, acceptable, qui me permettrait de dire, bon, ben, c'est cette valeur-là, cette épaisseur-là, qui va me donner le bon résultat, le résultat acceptable dans ce cas-là. Fait que je reviens tantôt au début, quand je disais, si vous vous rappelez, le bras inférieur était de 3 mm. Fait que l'idée première, c'est de dire on va le doubler d'épaisseur, on serait tombé en 6. En fait, 6, c'est déjà over-design. 5 est suffisant, c'est ce que la simulation me dit. Donc, c'est ça qui est le fun de l'étude de conception, c'est que je peux faire plusieurs essais comme ça, puis voir comment ça avance. Maintenant, j'ai roulé aussi toutes les 15 simulations. Là, je l'ai fait plus tôt cette semaine pour pouvoir tout mettre ça dans un graphique pour montrer les résultats. Donc, on voit la courbe de contrainte, le stress dans la pièce qui diminue. Puis le scénario qui devient acceptable, en fait, le premier scénario acceptable, là, quand on part d'une pièce mince à une pièce épaisse, c'est le scénario 8, celui qu'on voyait d'ailleurs, qui donne une contrainte de 292 mégapascales. Si on se rappelle, le maximum était de 310 si je veux conserver un facteur de sécurité de 2. Donc, ça, c'est le bon scénario. Vous allez remarquer aussi que c'est étrange, mais même quand j'épaissis, si vous regardez le scénario 11, à une certaine épaisseur, il y a comme un petit pic de stress. Donc, des fois, plus épais ne veut pas nécessairement dire meilleur. Donc, c'est intéressant de voir ça. Maintenant, j'ai aussi superposé les contraintes dans tout le reste de mon assemblage. Pourquoi je l'ai fait? Parce que faut pas perdre de vue. Bon, ben moi, j'étais en train d'essayer de trouver la bonne combinaison pour une des pièces. Mais dans le contexte de l'assemblage, à partir du scénario 5, les contraintes dans le reste de mon assemblage ne bougent plus. Ce que ça veut dire, c'est qu'à partir d'une certaine épaisseur, c'est plus le bras qui devient critique dans mon assemblage, c'est une autre composante. Donc, c'est important aussi de garder le contexte de l'assemblage. Hein. Si on fait juste faire de la simulation sur une pièce, puis on se concentre sur la pièce, ben, des fois, on va avoir une pièce qui est super optimisée, puis qui est parfaite, qui va faire le travail, mais c'est peut-être un autre des pièces dans l'assemblage qui va briser avant celle-là. Donc, faut tenir en compte un petit peu le reste de l'assemblage. Donc, dans le cas comme ça, là, si j'irais vraiment continuer mon exercice de simulation, ben, rendu à partir du scénario 5, il faudrait que je regarde où est-ce que les contraintes sont rendues c'est une autre pièce qui devient critique. Alors, qu'est-ce que je fais avec cette autre pièce-là pour justement qu'elle soit bonne dans mon assemblage? Donc, on a vu les études de conception. Je vais arrêter ici pour l'instant au niveau des études de conception parce que je veux aussi parler de l'optimisation en tant que telle. Mais l'étude de conception est bonne pour, comme vous l'avez vu, trouver le pire cas de charge, aussi pour essayer différentes valeurs, pour regarder les résultats, mais il faut faire attention, c'est pas de l'optimisation proprement dit, c'est vraiment juste des essais, une façon d'automatiser des essais avec des valeurs connues. Comme je disais tantôt, ça nous a permis de trouver la combinaison de charges, puis aussi de trouver une géométrie acceptable, mais moi, je veux vraiment optimiser. L'optimisation, on va un petit peu ailleurs. Qu'est-ce qu'on parle par optimisation? C'est que, encore une fois, on va faire un exemple, une autre pièce de suspension, pas la même, mais l'optimisation fonctionne par approche, par objectif. Donc, je vais donner au système un objectif, comme par exemple réduire le poids. Okay? C'est ça que je veux avoir. Puis, dans cet objectif-là, on va parler d'une autre pièce de suspension qui se trouve à être la bielle qu'on voit là. Bon, je veux minimiser la masse, mais nécessairement, il faut que j'ai des contraintes par rapport au stress, par rapport au déplacement, etc. Maintenant, nécessairement, sans sacrifier la sécurité. Maintenant, comment on va faire ça? Ben, on va utiliser, encore une fois, de l'optimisation de conception en utilisant des données de géométrie qu'on a utilisées dans la conception proprement dit. Soit des données d'esquisse ou des données de fonction quand j'ai modélisé la pièce. On va utiliser les trois valeurs qui sont là. Il y en a d'autres que je pourrais utiliser, mais ça va être les trois principales valeurs qui vont changer vraiment les données de simulation. J'ai l'épaisseur de mon bras que je veux que ça soit entre 1/2 et 1,5 pouce. OK? Je n'ai pas vraiment d'incrément fixe, je veux juste que ça soit dans cette plage-là. Le rayon intérieur, même chose, je veux que ce soit dans la plage de 1/2 pouce à 1 pouce et quart.
Et puis le rayon extérieur entre 1,5 pouce et 2,5 pouces. Donc ça, c'est mes valeurs que je vais utiliser pour faire l'optimisation. Puis nécessairement, la contrainte dans ma pièce, il ne faut pas qu'elle soit plus que 23 300 PSI, ce qui me donnerait un facteur de sécurité de 1,5 dans ce cas-ci, selon le matériau puis selon le tensile du matériau. Donc, comment on va aller faire ça? Pour ce cas-ci, on va aller dans SolidWorks pour aller faire ça. Donc, je vais diminuer, puis je vais aller ouvrir SolidWorks. Et puis, on va le faire ensemble. Bon, la première chose, avant de commencer la simulation proprement dit, vous voyez mon bras de suspension qui est ici avec les valeurs initiales que j'ai spécifiées. Puis là, je vais juste vous montrer, une fois la simulation faite, à quoi ça ressemblerait. On peut même venir... Oups, pas ça que je voulais faire, désolé. Je voulais juste venir l'animer. Quand je fais de la simulation, là, je le dis souvent, d'habitude, une des premières choses que je fais quand je regarde les résultats, c'est que j'anime le résultat juste pour être sûr des fois que j'ai appliqué les charges aux bons endroits, dans la bonne direction. Donc ça me donne une bonne idée là, de mon chargement. Et puis, on voit la contrainte qui apparaît. Donc, puis je peux même venir cacher. On pourrait regarder aussi comment j'ai fait le setup, là, juste par manière rapide. Bon, j'ai utilisé une face fixe, donc j'ai fixé la face supérieure ici. Puis j'ai appliqué une force de 1000 livres-pieds vers le haut. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, allons vraiment faire l'optimisation. Pour faire l'optimisation, le processus va être semblable à ce qu'on a fait avant. On va créer une nouvelle, on va venir ici, excusez, une nouvelle étude, puis on va utiliser une étude de conception. En fait, un ou l'autre, ça aurait été la même chose. Maintenant, la chose qui va être importante quand on va vraiment parler d'optimisation, c'est la petite option optimisation qu'on va retrouver. C'est le même tableau, mais l'option va changer beaucoup de choses, vous allez le voir. Donc, mes variables. Mes variables vont être quoi? Donc, je vais ajouter des paramètres. Vous avez vu ça un petit peu tantôt. Ici, mes paramètres vont être quoi? Vont être des dimensions de mon modèle. Bon, la première dimension, c'est l'épaisseur qui est ici. Je vais lui donner un nom. Thickness, qui est de 1,26. Ensuite de ça, je pourrais venir en ajouter une autre. Donc, j'ai tout simplement de faire un Enter. Je vais les ajouter toutes les trois tout de suite, là, au lieu de revenir à chacun des cas. Inside rad, et puis le troisième, qui est celui-là ici. On va tasser ça un petit peu, se faire de la place. Outside rad, et puis je dis OK. Maintenant que j'ai ajouté ces valeurs-là, je vais les retrouver ici. La grosse différence ici, là, quand on va faire de l'optimisation, c'est qu'au lieu d'être obligé de donner une valeur avec des incréments fixes, je peux tout simplement donner une valeur libre. Ce que ça veut dire, une valeur libre, c'est que la dimension va varier en dedans de cette valeur-là. Puis ici, si je reviens ici, là, juste pour avoir nos valeurs, je vais transposer les valeurs ici. Bon, l'épaisseur, c'était de 1,5 à 1,5. Le rayon intérieur, le rayon extérieur. Je vais le mettre sur mon autre écran là, pour l'avoir proche. Puis je vais tout simplement transcrire mes valeurs. Donc ici, je vais dire que ça va être 0,5, entre 0,5 et 1,5. La deuxième valeur, ça va être mon rayon intérieur, qui lui aussi va être un range de 0,5 à 1,25. La troisième valeur va être, elle aussi, un écart ou un range de 1,5 à 2,5. Comme ça. Donc, c'est fait, c'est assez rapide, ça se fait rapidement comme vous le voyez. Maintenant, mes contraintes, nécessairement, j'ai besoin de valider le stress. Puis comme je disais tantôt, il faut qu'il soit en bas de 23 333 PSI, qui se trouve, comme je disais tantôt, qui me donnerait un facteur de sécurité de 1,5. Donc, c'est mon but ultime, c'est un facteur de sécurité de 1,5. Et puis, comme je disais tantôt, le but, c'est quoi? C'est de minimiser la masse de ma pièce. Maintenant, une fois que c'est fait, je vais lancer l'optimisation. Encore une fois, je le lance en temps réel. Ça va créer 15 scénarios. Maintenant,
Le nombre de scénarios ici va vraiment varier selon le nombre de paramètres qu'on a utilisés. Comme moi, par exemple, dans ma simulation, j'utilise 3 dimensions différentes. Hein. Vous l'avez vu, l'épaisseur, les 2 rayons, ça me fait 3 dimensions différentes. Si j'en aurais utilisé 2, j'aurais eu moins de simulation. Si j'en aurais utilisé 4, j'en aurais eu plus, etc. Donc, vous voyez, là, je suis en train de faire rouler les simulations. Puis au fur et à mesure que ça avance, vous voyez des colonnes là, qui sont grises ou qui sont rouges. Ben, les colonnes grises, ça veut dire que je ne dépasse pas mes contraintes maximales, qui étaient mon stress dans ce cas-ci. Les colonnes rouges, vous devinez que justement, c'est des cas où est-ce que oui, je dépasse les valeurs maximales que je voulais avoir. Puis vous allez remarquer maintenant, je viens de terminer, donc c'est pas très très long quand même. Là, c'est juste une pièce qui n'est pas tellement complexe non plus. Mais qu'est-ce que vous allez remarquer, c'est que quand je viens ici, ben maintenant, je suis capable de dire, bon, ben ça, c'était mon modèle initial. Si je clique dans la colonne, vous voyez, ça, c'est toutes mes valeurs initiales. Je suis même capable de venir voir les contraintes pour cette valeur-là, pour le design initial. Mais j'ai maintenant un nouveau design optimal. Et quand je clique dessus, ben, j'ai les résultats de simulation. Vous voyez que les dimensions sont différentes. Hein? Vous voyez l'épaisseur, rayon intérieur, rayon extérieur. C'est en dedans de mes valeurs que j'avais spécifiées. Et puis, j'ai mon stress que je retrouve en bas ici. Là. Si on se rapproche, on va le voir ici, qui se trouve à d'être 21 800 quelques PSI. Donc, qu'est-ce que ça me donne? Ben, c'est justement, si vous vous rappelez au début, j'ai dit, bon, c'est quoi je veux faire dans cette optimisation-là? C'est que je veux réduire le poids. Alors, qu'est-ce que ça m'a donné? J'ai tous mes résultats, je peux tous les évaluer manuellement, mes résultats, mais si je reprends ça puis je retranspose ça encore une fois dans un tableau, qu'est-ce que ça va me donner? Ben, au départ, j'avais mon stress qui était autour de 13 000 PSI, qui me donnait dans ce cas-ci, selon le matériel, un facteur de sécurité de 2,7. Mon bras de suspension avait un poids de presque 11 livres. Quand j'ai fait l'optimisation, avec le but avoué de vouloir réduire le poids, qu'est-ce que ça m'a donné? Ben, j'ai ramené mon stress à 1,6. Si vous vous rappelez, mon objectif maximal était de 1,5. J'étais à 1,6. Donc, je suis très près de mon objectif. Mais mon but ultime, c'était de réduire le poids. Je suis passé de 10,6 livres à 9,6 livres. Ça représente une réduction de poids pour cette pièce-là d'à presque 10 9 quelques pourcents. Donc, l'optimisation, c'est vraiment d'un but précis. Souvent, ça va être la réduction de poids pour plusieurs industries. Ça peut être d'autres choses aussi, là. Ça peut être d'autres facteurs, mais c'est tout le temps dans le but d'arriver à quelque chose. On ne fait pas juste rouler des simulations comme les études de conception tantôt pour regarder les résultats. On laisse le logiciel un peu de liberté à dire, ben, c'est ça que je veux faire, donc trouve-moi la meilleure combinaison de valeurs pour arriver à ce que j'ai de besoin. Donc ça, c'est vraiment l'optimisation. Puis quand on regarde plus loin, parce que là, il y en a peut-être plusieurs qui se disent, ben, on aurait pu faire ça avec des études de conception sans faire vraiment d'optimisation. Oui, c'est vrai. Il aurait fallu, par exemple, un des critères dans les études de conception, c'est que quand je mets un scénario, des intervalles, il faut que je mette un pas fixe. Et puis, dans les études de conception, il va simuler tous les incréments. On fait l'exemple, juste un cas de figure. Dans mon cas, disons là, que mon incrément d'épaisseur, j'aurais voulu le faire avec des études de conception, puis mon incrément d'épaisseur, ça aurait été un quart de pouce. Il aurait fallu que je fasse 100 différentes simulations avec un incrément d'un quart. Si je fais un incrément d'un 8, là, ça aurait été plus autour de 300 scénarios, là, si j'aurais voulu faire ça. Donc, ça, c'est avec une étude de conception. Avec l'optimisation, parce que je laisse au logiciel la possibilité d'aller découvrir mon but avoué qui est de réduire du poids. Avec les intervalles libres, je n'ai pas besoin d'analyser chacun des intervalles parce que le logiciel, après avoir fait quelques simulations, va commencer comme à trouver son bon rythme, puis il va vraiment optimiser ça. Donc, je suis capable d'aller
trouver un résultat en fait meilleur, plus proche de mon but, puis pas en 100 scénarios. Dans mon cas ici, là, je l'ai fait en 13. Il y a eu 13 itérations qui ont été faites pour trouver le résultat qui est encore mieux optimisé que si j'aurais utilisé des études de conception. Donc, quand on commence à avoir plusieurs valeurs qu'on veut évaluer, rapidement, l'optimisation devient beaucoup plus efficace juste en termes de nombre de simulations faites pour arriver au bon résultat. Maintenant, c'est vraiment ça l'optimisation, c'est de trouver l'optimisation, la conception optimisée. Maintenant, il y a un autre type d'optimisation qui est arrivé depuis 2019, si je ne me trompe pas, qui a été introduite dans la simulation professionnelle, qui est de l'optimisation topologique. Alors, c'est toute une autre différente chose. C'est de l'optimisation, mais c'est très différent. On va expliquer un petit peu c'est quoi. Comme vous avez vu sur mon dernier exemple, l'optimisation traditionnelle, c'est basé sur les données qu'on a utilisées pour modéliser la pièce, les épaisseurs, les dimensions d'esquisse, dimensions de fonction. L'optimisation topologique, elle, c'est une optimisation qui est non paramétrique, qui entre guillemets, n'a pas besoin d'aucune des dimensions dans le modèle, a juste besoin d'une enveloppe. C'est un peu ça l'idée. C'est qu'on commence avec une enveloppe, et je vous montrerai, j'ai ces petites pièces-là. C'est qu'on commence avec une enveloppe, une enveloppe générale qu'on veut commencer, et puis on va laisser le logiciel trouver la bonne forme. Hein? Si on met les deux modèles un par-dessus l'autre, vous allez remarquer que les trous sont exactement au même endroit. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé avec cette pièce-là. J'ai appliqué des charges, puis là, j'ai dit, ben, trouve la bonne forme, et puis le logiciel est arrivé avec cette pièce-là, qui est la forme optimisée selon les charges que j'ai appliquées. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne, parce que c'est vraiment de la belle technologie. Et puis, l'idée, c'est pas de changer nécessairement les épaisseurs puis les valeurs que j'ai utilisées pour modéliser la pièce, c'est vraiment d'arriver avec la forme qui est la plus idéale pour les charges que j'ai demandé d'évaluer. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Bon, dans SolidWorks, j'ai mon assemblage, comme vous le voyez ici, avec ma forme générale de base. Donc, la première chose qu'on a faite, c'est que on va regarder un petit peu comment on a fait entre guillemets, le setup de ma simulation. C'est très semblable avec le même setup qu'on ferait pour une simulation statique normale. On applique le matériel. Ici, du côté de mes fixations, j'ai utilisé des fixations au roulement ainsi qu'une fixation glissement là, sur la face en arrière. Elle permet de glisser, mais il n'y a pas de translation possible. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, nécessairement, j'ai appliqué une force qui se trouve à être 200 newtons sur la face à droite, la face cylindrique à droite. Puis cette force-là est appliquée dans une direction donnée que je me sers en utilisant un plan de référence pour déterminer la direction. Une fois que c'est fait, je vais aussi donner un but. Un peu comme l'optimisation qu'on a vue avant, j'ai différents buts. Et puis ici, ce que j'ai défini comme but, c'est d'avoir le meilleur rapport rigidité avec le poids. Donc, le meilleur ratio rigidité-poids. Et puis moi, ce que je veux faire, c'est de réduire le poids d'environ, j'essaie de réduire le poids soit d'une valeur absolue ou ici d'un pourcentage. Donc, si je dis je veux réduire le poids de 40%, c'est mon objectif. Maintenant, vu que c'est vraiment, on va travailler dans la topologie, donc la forme va changer, j'ai besoin de définir des endroits où est-ce que justement je ne veux pas avoir de changement parce que j'ai des points de fixation, j'ai des vis qui vont venir se connecter. Donc ça, ces surfaces-là, ils se doivent de rester intégrales, donc circulaires, avec la belle forme. Donc, je viens dire, ben ça, je ne veux pas que tu touches à ces régions-là. Puis ici, je vais aussi ajouter des contrôles de fabrication. Encore une fois, parce que je change complètement la forme, je veux être quand même capable de fabriquer cette pièce-là. Donc, j'ai différents contrôles de fabrication. Je lance la simulation. Et puis, qu'est-ce que ça va me donner comme résultat? C'est que ça va me donner un aperçu de qu'est-ce que ça va, où est-ce que je pourrais enlever du matériel et où est-ce que je dois garder le matériel. Maintenant, ce graphique-là, ben, je peux le modifier nécessairement. Vous voyez ici, là, j'ai
réduit mon poids, là, si vous regardez à gauche, de 60%. Mais si je le mets au complet, on voit le volume. Donc, le mauve, là, c'est du matériel que je pourrais enlever. Si j'essaie de le mettre extrêmement léger, ben nécessairement, il va me dire que là, peut-être qu'on en enlève trop. Mais si je vais sur la valeur par défaut, donc qui était mon objectif initial d'enlever 40% de masse, donc là, j'ai un poids qui est 60% du départ. C'est un résultat graphique, mais je peux aussi créer ce qu'on appelle un maillage, un maillage. Ça va me permettre, entre autres, de pouvoir prendre ce modèle-là et puis de l'envoyer directement dans une imprimante 3D. Donc, si c'est vraiment un objectif intéressant parce qu'avec l'imprimante 3D, on se libère beaucoup de contraintes de fabrication. On peut faire des formes très complexes. Donc, c'est intéressant de pouvoir envoyer ça directement dans l'impression 3D, mais on peut aussi s'en servir juste comme guide pour concevoir ou reconcevoir notre pièce, mais selon des méthodes plus traditionnelles. Ce que je fais ici, c'est que directement dans mon assemblage, je vais juste afficher les résultats. Et puis, ça me permettrait, entre autres, de tout simplement peut-être modéliser ou modifier ma pièce. Tout simplement, peut-être, je veux faire des enlèvements de matière. Je pourrais tout simplement venir modéliser ma pièce de façon plus traditionnelle, puis quand même l'envoyer sur une machine comme un contrôle numérique, etc. Donc, comme ici, on peut voir, ça ici, c'est un exemple de la pièce qui a été remodélisée, mais je me suis servi des résultats d'optimisation topologique pour trouver la meilleure forme. Une fois que j'ai trouvé la bonne forme, je pourrais le remodéliser ou je pourrais envoyer directement sur l'imprimante 3D. Puis ici, ben, j'ai juste validé les résultats pour être sûr que j'étais correct. Donc, on voit qu'il y a ça a plusieurs champs on peut aller dans plusieurs directions avec l'optimisation topologique. Comme je disais tantôt, là, j'ai mes exemples ici. Moi, je trouve ça fascinant, là, ce type d'optimisation-là, surtout dans le contexte de l'impression 3D, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Comme on voit la pièce ici, bon, ça, c'est ma pièce initiale, hein, vous la voyez, elle est pleine à l'intérieur. C'est mon enveloppe que j'avais. Ça, c'est mon résultat d'optimisation topologique. Puis, ben oui, j'ai une petite imprimante 3D, là, donc je l'ai envoyé directement sur l'imprimante 3D, directement à partir de, comme vous l'avez vu, là, j'ai créé un maillage, ça me crée un fichier STL, je l'envoie sur mon imprimante. Donc, je pourrais la prendre, l'envoyer directement sur l'imprimante, ou je pourrais aussi me servir juste des résultats graphiques de ma pièce du bas pour reconcevoir quelque chose qui pourrait se faire par des coupes, de la fabrication soustractive traditionnelle là, sur une milling ou un tour numérique, pas un tour, mais une commande numérique, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup d'applications vraiment intéressantes au niveau de l'optimisation topologique. Puis si on regarde l'idée de l'optimisation topologique, c'est vraiment d'optimiser les formes. Puis c'est basé sur des objectifs avec des conditions réelles. Donc, je mets des charges que je vais simuler. Puis, il y a des procédés de fabrication qui sont déjà inclus. Nécessairement, si on envoie ça sur l'impression 3D, c'est tel que tel, mais souvent, on veut quand même juste se servir du résultat et reconcevoir la pièce en se servant des résultats. Donc, on peut le faire aussi, mais c'est une belle trajectoire pour aller directement vers l'impression 3D, mais on a aussi des résultats de fabrication plus traditionnels. Donc, l'optimisation topologique, c'est vraiment un bel outil. C'est vraiment intéressant. C'est introduit depuis 2019, si je ne me trompe pas. Maintenant, si on regarde les différences entre les trois différents outils qu'on a vus. On a l'étude de conception. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de contrôle de fabrication nécessairement. Les variables qu'on peut utiliser, c'est des variables discrètes ou intervalles avec un pas fixe. Quand on parle d'optimisation, la différence va surtout se trouver au niveau des variables où est-ce que j'ai des variables libres, mais aussi au niveau où est-ce que je peux mettre des objectifs, puis tout capteur ou des sensors là, peuvent utiliser comme objectif. Dans mon cas, là, que j'ai utilisé, c'était le poids. Mon objectif, c'était de réduire le poids. Encore une fois, il n'y a pas de contrôle de fabrication. Comme on change les paramètres de modélisation, c'est la manière qu'on l'a modélisé qui se trouve à être nos contrôles de fabrication, si on veut.
Maintenant, dans l'optimisation topologique, c'est vraiment là où est-ce qu'on se détache un peu des deux premiers procédés, c'est que on optimise vraiment la forme. Les dimensions n'ont plus d'importance. On a juste besoin d'une enveloppe initiale, de dans quel volume je veux faire la simulation. Les dimensions n'ont vraiment pas d'importance. J'ai beaucoup d'objectifs. Je peux utiliser la raideur, le ratio raideur-poids. Mais ça peut aussi pouvoir être minimiser la masse, le déplacement. Mais j'ai aussi des contrôles de fabrication. C'est pas tout le monde qui va utiliser ce type d'optimisation-là pour envoyer dans l'impression 3D, mais on peut se servir des résultats pour l'envoyer dans des procédés de fabrication plus traditionnels. Donc, c'est possible de le faire avec l'optimisation de topologie aussi. Alors, ce qu'on a vu, on a vu l'optimisation de topologie, c'est vraiment là où est-ce qu'on va faire une forme optimisée. C'est plus juste d'optimiser les paramètres du modèle, c'est vraiment la forme qu'on va travailler dessus. Maintenant, je vais le faire rapidement parce qu'on arrive déjà à notre heure, mais il y a plus d'outils d'optimisation qui existent. Un de ceux-là, c'est dans le module de déplacement, Motion. On peut faire de l'optimisation. On peut aussi en faire dans l'écoulement fluide. Donc, on va passer ces deux exemples-là plus rapidement, mais on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça donne dans chacun des cas. Donc, ici, dans mon étude de déplacement de mouvement, je veux optimiser la force qui est nécessaire quand je vais monter et descendre la chaise. Puis ce que je veux faire, comme je disais tantôt, c'est avoir une géométrie qui est optimale, qui va me permettre de réduire l'actuateur, la force de l'actuateur requis pour monter et descendre la chaise. Maintenant, j'ai aussi des contraintes, le minimum et le maximum. La chaise ne peut pas monter jusqu'au plafond, puis elle ne peut pas complètement s'écraser à terre. Donc, j'ai des valeurs, des contraintes par rapport à ces distances-là. Alors, on va le regarder rapidement comment on fait ça dans Motion. J'ai premièrement fait ma simulation avec mon moteur, mon actuateur là, qui a été défini. On le voit ici. Et puis, le déplacement de cet actuateur-là a été défini comme suit. Donc, de 0 à 2 secondes, j'ai mon déplacement vers le haut. De 2 à 4 secondes, il redescend vers le bas d'une façon sinusoïdale, là, si on veut, là, une courbe. Là. Une fois que c'est fait, je roule la simulation, j'ai mes résultats. Maintenant, pour faire l'optimisation, si je le roule, là, juste pour le valider, juste pour voir le déplacement avec les forces et les déplacements. Donc, on voit là, que présentement, j'ai besoin de 2106 newtons sur mon actuateur pour faire ça. Alors, ce que je viens faire, c'est que je viens créer des variables. Puis les variables, ça va être des dimensions de il y a comme un trapèze, là, le ciseau, là, si on veut, à l'intérieur. Donc, je veux changer les différentes valeurs. J'ai mes contraintes, minimum, maximum par rapport à la hauteur. Et le but, c'est quoi? C'est de minimiser la force requise dans mon actuateur. Une fois que c'est fait, je lance la simulation. Ici, ça va aller très vite. Encore une fois, ça c'est fait. Je joue un enregistrement, là, mais c'est en temps réel. Là, donc, vous voyez un peu la rapidité à laquelle ça va. Donc, de façon très rapide, vous voyez, là, la géométrie va changer. Puis à chaque fois que la géométrie va changer, on roule la simulation pour évaluer c'est quoi la force du moteur requis. Puis plus ça va, plus qu'il trouve la force optimisée ou la géométrie optimisée pour réduire la force qui est requise dans mon actuateur. Puis comme vous le voyez, il y a des colonnes qui sont rouges, donc ça, c'est les colonnes où est-ce que les valeurs de dimension sont dépassées, soit dans le minimum, dans le maximum. Puis j'arrive avec une valeur optimisée. Donc, j'ai mon cadre initial et puis mon cadre optimisé. Où est-ce que je vais avoir? Ça, c'est mon cadre initial qu'on voit là. Et puis ça, à côté, c'est le cadre optimisé. Puis là, je suis capable d'aller dans chacune de mes itérations, regarder c'est quoi les dimensions que le logiciel a utilisées pour faire la validation, jusqu'à temps que j'arrive à mon cadre qui va être optimisé. Alors, qu'est-ce que ça va me donner rapidement? Ma force initiale, c'était de 2100 quelques newtons. Une fois optimisé, je suis descendu à 1440 newtons environ. On voit la différence entre la géométrie du haut et la géométrie du bas. La géométrie du bas, c'est ça l'optimisé.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai en fait réduit la force de mon actuateur de 32% juste en changeant quelques paramètres de géométrie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis capable de mettre un actuateur qui coûte probablement beaucoup moins cher parce qu'il est le tiers de la force. Puis aussi au niveau, si c'est un actuateur électrique, ben, je n'ai pas la même consommation d'énergie requise là, pour faire monter ce moteur-là, cet actuateur-là. Donc, c'est un bel exemple où est-ce qu'on pourrait se servir de Motion pour faire de l'optimisation. Une autre optimisation qu'on peut faire aussi, c'est avec l'analyse des fluides. Ici, encore une fois, un petit exemple où est-ce que j'ai un échangeur de chaleur. Et puis, ce que je cherche à avoir, c'est un débit égal dans les trois échangeurs de chaleur. Comment je vais faire pour faire ça? C'est que à la sortie, de chacun des échangeurs de chaleur, j'ai des valves. Donc, ça me permet de trouver justement, pas de trouver, mais de contrôler le débit de chacun des échangeurs avec l'ouverture des valves. Maintenant, la question, c'est quoi l'angle optimal de mes valves pour avoir le débit égal dans tous les échangeurs de chaleur, pour avoir justement le système le plus efficace possible. Alors ici, on va se servir de Flow Simulation pour faire ça. Encore une fois, rapidement, comment que j'ai fait ça? Bon, on voit ici, là, dans mon assemblage SolidWorks, j'ai mes trois valves qui sont ici à la sortie. Ces valves-là sont contrôlées par des contraintes d'angle. Donc, j'ai mes trois contraintes. Présentement, la première, deuxième, troisième, c'est 30, 40, 50, là, parce que je ne le savais pas à peu près. Je les ai mis à cet angle-là. Maintenant, je vais dans Simulation. Je définis mon entrée qui est de 60 kg seconde. Ça, c'est le débit d'entrée. À la sortie, c'est la pression externe, la pression atmosphérique normale. J'ai défini mes échangeurs comme étant un matériel poreux. Donc, au lieu d'avoir vraiment un échangeur, je le simule avec un matériel poreux, là, comme si c'était un filtre, par exemple. Donc, ça va jouer le jeu là, ici de faire la simulation. Et puis, je roule la simulation, je regarde les résultats. Comme ici, ce qu'on voit ici présentement, c'est la pression. Fait qu'on voit qu'il y a de la pression qui se bâtit plus dans le troisième. Mais si je regarde le débit, on voit là, le débit n'est pas égal. On voit là, on dirait que dans l'échangeur du bas, en tout cas, il a l'air d'avoir beaucoup plus de débit que dans les deux autres. Donc, ça ne me semble pas vraiment efficace. Maintenant, comment on fait justement pour trouver le bon résultat? Ben avec Flow Simulation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une étude paramétrique, ce qu'on appelle une étude paramétrique. Et puis ici, je vais dire, bon, ben c'est quoi je veux contrôler? Je veux contrôler mes trois valves entre 0 et 60 degrés, puis je veux laisser le système trouver le meilleur de ces valeurs-là. Alors, ce que Flow Simulation va faire, c'est qu'il va faire plusieurs expériences à plusieurs angles différents. Vous voyez, les angles là, changent. Le premier, c'est 30 partout, mais après ça, il commence à essayer différents scénarios. Donc, il va faire plusieurs simulations. Ici, il en a fait 15. Puis on est même capable d'aller voir les résultats pour chacune de mes simulations. Donc, on voit des résultats vraiment très différents. Puis une fois qu'on a trouvé, on a fait ces 15 simulations-là, on lui demande, trouve-moi le résultat optimisé. Donc, le résultat optimisé, c'est avec un angle de 27, quasiment ferme, quasiment complètement ouvert dans le deuxième et 32 degrés, pour avoir un débit de, si vous vous rappelez, le débit initial était de 60 kg seconde, donc j'ai besoin d'un débit de 20 dans chacun de mes échangeurs de chaleur, le tiers. Donc ici, une fois que j'ai fait ça, ben, j'ai trouvé justement l'optimisation, puis regardez l'angle d'ouverture. Ici, il est déjà sur les angles d'ouverture de mes valves optimales pour avoir vraiment un débit uniforme à travers mes trois échangeurs de chaleur. Donc, le résultat de mon flux optimisé dans Flow Simulation, ça se trouve à être quoi? Ben, ça se trouve à être justement ça. La première valve, elle est ouverte à 27 degrés, la deuxième à 3, et donc presque complètement ouverte, et puis la troisième à 32 degrés. Donc, ça me donne ma valeur optimisée, puis ça m'assure que j'ai un flux optimisé dans chacun de mes trois échangeurs de chaleur. Donc, juste un petit exemple pour vous montrer comment on peut faire de l'optimisation dans différentes facettes. C'est pas juste de la statique linéaire. Là. On a regardé l'optimisation topologique, mais on est aussi capable d'aller même dans Flow Simulation, dans Motion.
Et puis, juste un petit résumé, je sais que je passe déjà mon heure, donc je vais faire ça rapidement. Les études de conception, ça c'est dans ce droit standard. Moi, dans mon cas, j'ai utilisé les études de conception, mais avec des données de simulation, donc nécessairement, ça prend un outil de simulation pour faire ça. Si vous voulez faire de l'optimisation ou des études topologiques, ça va prendre simulation professionnelle. C'est là qu'on va trouver ces outils-là. Les études de mouvement, bon, ça va prendre Motion nécessairement pour faire ça. Et puis, si vous voulez faire de l'optimisation au niveau des fluides, en fait, ça se trouve dans Flow Simulation. Il n'y a pas de complément pour faire l'optimisation dans Flow. Ça fait partie de Flow directement. Donc, je passe rapidement pour laisser le dernier mot de la fin à Joël. J'ai dépassé mon heure, donc je m'excuse, mais je vais laisser Joël compléter. Merci, Michel. Alors, ça démontre qu'il n'y a pas un manque d'informations sur le sujet. Évidemment, si vous voulez plus de détails, si vous voulez approfondir un des sujets que Michel a abordé aujourd'hui, vous avez l'option avec votre revendeur de faire cet exercice ou de communiquer avec nous, puis ça va nous faire plaisir de vous aider. On a l'enregistrement de ce webinaire qui va être disponible sur le GoToChannel. Vous pouvez prendre image de la page ici pour vous aider à le retrouver. Et évidemment, vous pouvez le partager avec d'autres si vous trouvez que quelqu'un d'autre pourrait prendre bénéfice de tout ça. On a d'autres webinaires qui s'en viennent ce mois-ci. Alors, dans 2 semaines, on va regarder les Project Planner, donc la gestion de projets et de ressources dans 2 différentes de nos solutions. Alors, vous donner des options dépendant des solutions autres que vous avez avec nous, mais ça va nous faire plaisir de partager plus d'informations. Avec ceci, je vous souhaite une super belle journée. Merci Michel pour l'information. Puis, on espère vous revoir au prochain webinaire. Bye à tout le monde. Parfait. Merci, au revoir.